Il y a 20 ans, le 27 octobre 2005, la mort de Ziad Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Ils jouaient au foot, aperçoivent des policiers, prennent peur et courent vers un site EDF. 10 ans plus tard, les deux policiers sont relaxés. Le tribunal retient la souffrance des familles et l'aggravation de celles-ci en raison des discours politiques et médiatiques. Retour sur ce qui a constitué le départ de 3 semaines de ce qu'on a appelé les émeutes de banlieue en France et ses conséquences qui ne semblent toujours pas avoir été tirées. Bonjour Gwenaëlle Bourdon. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste au Parisien. Vous avez écrit Ziad et Bouna aux éditions Don Quichotte en 2015, tiré de ce que vous avez vu comme journaliste en 2005, mais également lors de ce procès des policiers, on en parlera. Et je cite votre documentaire 2005 État d'urgence, réalisé par Marie-Pierre Jory, qui sera disponible sur la plateforme de France Télévisions à partir du 14 novembre. Juste en face de vous dans ce studio, bonjour Fabien Truong. Bonjour. Merci d'être là, sociologue à l'Université Paris 8, co-auteur avec Jérôme Truc de Grands Ensembles, Violence, Solidarité et Ressentiment. C'est à La Découverte, c'est sorti cette année et c'est 10 ans d'enquête sur une ville, celle que parfois on appelle la ville la plus pauvre de France, Grigny. Gwenaëlle Bourdon, pour revenir sur 2005, puisque c'est le sujet qui nous occupe ce matin, comment avez-vous couvert ces événements? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir dans votre travail de journaliste? J'en garde le souvenir d'une période extrêmement intense. Le tout premier souvenir que j'en ai, c'est une odeur de cendre sur toute une ville, puisque moi j'arrive à Clichy-sous-Bois le 28 octobre au matin, c'est-à-dire au lendemain d'une première nuit d'émeute. Dans une ville où règne un certain calme, mais les stigmates de la nuit sont visibles. Il y a des voitures calcinées, il y a un centre postal qui a été incendié, il y a beaucoup de journalistes dans une petite ville de banlieue où jusqu'à présent on voyait assez peu la presse. Et c'est dans cette ambiance particulière que je vais commencer à travailler avec un certain nombre de confrères sur le point de départ de ces émeutes dont personne alors ne pouvait dire qu'elles allaient durer près de 3 semaines et s'étendre à toute la France. Mais dans un premier temps, j'y vais parce qu'il est survenu la veille une tragédie. 2 adolescents, vous l'avez dit, meurent dans des circonstances absolument atroces après s'être réfugiés dans un transformateur électrique. Ils meurent électrocutés. Un de leurs amis, grièvement blessé, parvient à ressortir et à aller donner l'alerte dans la cité du Chêne-Pointu, à Clichy-sous-Bois. Et à ce moment-là, on ne sait pas grand-chose des circonstances dans lesquelles ces jeunes sont morts. Dans la ville, on sait ce que les copains en racontent, c'est-à-dire qu'ils sont allés jouer au foot et que sur le chemin du retour, ils se sont retrouvés face à la police. Qui se sont mis à courir, que certains d'entre eux ont été interpellés. Personne ne comprend vraiment les raisons pour lesquelles ils ont été ainsi poursuivis. En revanche, dès le 28 octobre au matin, il y a des déclarations d'un certain nombre de responsables politiques de l'époque qui évoquent une tentative de cambriolage, qui évoquent le fait que les jeunes n'étaient pas poursuivis. Et tout ça va attiser encore la colère à Clichy-sous-Bois et ailleurs. Fabien Truong, que nous dit cet événement du rapport que peut avoir la police avec certains jeunes en banlieue à cette époque-là et peut-être aujourd'hui aussi? Oui, si on le regarde un petit peu comme ça, on pourrait dire c'est un fait divers, c'est un fait isolé, c'est un accident, c'est une bavure. Vous voyez, on peut utiliser des mots différents qui individualiseraient un petit peu la situation. Mais justement, en fait, si très très vite la colère s'est disséminée en fait dans l'ensemble des quartiers populaires, c'est que ce qui est arrivé à ces 2 adolescents, eh bien, fait écho en fait intimement à des situations qui sont en fond très communes, très répétitives, c'est-à-dire des interactions entre les jeunes garçons de quartiers populaires dans la rue et la police, qui sont des interactions problématiques, qui se passent souvent mal, qui laissent souvent des traces. Et d'ailleurs, dans ce qu'on a entendu, on voit bien cette idée entre ce qui se passe réellement concrètement, les bruits un peu locaux, et puis tout de suite la récupération médiatique, dont il y a une sorte un petit peu de double violence, des interactions qui se passent mal, et une projection à l'extérieur des quartiers de ces interactions qui rajoute de la violence à la violence d'une certaine manière. Oui, puisque Gwenaëlle Bourdon, on le voit très bien dans votre documentaire 2005 État d'urgence qui sort le 14 novembre sur France Télévisions, les responsables politiques, et en l'occurrence le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy et le Premier ministre Dominique de Villepin, d'abord disent à la télévision, ce qui a peut-être, sans doute, vous allez nous le dire, joué aussi sur l'embrasement des quartiers, qu'ils étaient pris dans un cambriolage d'un chantier. Oui, alors il faut le rappeler d'ailleurs, en réalité,
il y a rien qui n'a pu être constaté allant dans le sens d'un cambriolage. Aujourd'hui, il est clairement établi que Zied, Bouna et leurs amis n'avaient rien à se reprocher. Donc ça, c'est un fait établi. Mais effectivement, à l'époque, il y a des déclarations hâtives qui vont alimenter la colère. C'est intéressant de noter, Dominique de Villepin fait partie des personnes qui ont accepté de témoigner dans la série documentaire réalisée par Marie-Pierre Jory. Et c'est intéressant de constater comment, avec le recul des 20 ans, il considère aujourd'hui que ces déclarations hâtives, fondées sur des éléments erronés qui remontent du ministère de l'Intérieur, ont contribué, je crois, son expression, c'est à affaiblir la confiance dans le pouvoir politique. C'est très important. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, dans cette série documentaire, il y a certains des frères et sœurs de Zied et Bouna qui acceptent de parler 20 ans après. C'est pas évident. Évidemment, pour eux, on peut s'en douter. Malgré le deuil, malgré le poids qu'a représenté ce drame et ce séisme personnel, ils prennent la parole et ils le font en partie parce qu'encore aujourd'hui, il leur semble important de laver la mémoire de leur petit frère disparu. Donc ça, c'est quelque chose qui a marqué les familles à l'époque, mais comme le disait Fabien Truong, c'est quelque chose qui fait tache d'huile et de façon très rapide à Clichy-sous-Bois et après de façon différée dans d'autres communes d'Île-de-France puis de la France entière, il y a une jeunesse qui se sent solidaire de ça et qui se sent d'une certaine manière pas dépositaire de la mémoire de Zied et Bouna, mais enfin prise de colère face à ces déclarations qui effectivement pointent du doigt la responsabilité éventuelle de ces adolescents dans ce qui leur est arrivé. Ce que nous dit Gwenaëlle Bourdon, Fabien Truong, ça répond à l'un des grands thèmes, grands axes de votre livre Grands ensembles, violence, solidarité, ressentiment, un cliché que vous déconstruisez grâce à ces 10 ans d'enquête, qui serait que les cités seraient repliées sur elles-mêmes et pas du tout connectées au monde extérieur. Oui, cette idée qu'on aurait un entre-soi comme ça, très, très extérieur à la société. Alors, oui, alors, par exemple, ce qui est très, très clair, et je pense, par exemple, pendant le Covid, on l'a vu, pendant le Covid, qui étaient les personnes qui continuaient à circuler, qui avaient l'autorisation de circuler pour que le pays fonctionne? Massivement, les habitants des quartiers populaires, hein, toutes les personnes qui travaillent dans les EHPAD, qui nettoient les rues, qui sortent les poubelles, qui travaillent dans la logistique, etc., sont des habitants et des habitantes des quartiers populaires. Et c'est vrai qu'il y a une sorte dans le jeu de survisibilité, d'invisibilité, quelque chose de très choquant, en fait, pour les habitants et les habitantes des quartiers populaires. C'est-à-dire qu'ils sont très présents, en fait, dans le quotidien de la nation. Ils font fonctionner la nation. En fait, en réalité, on a dit pendant le Covid qu'ils étaient essentiels. Mais tout ce travail-là et cette réalité-là, elle est invisibilisée, elle est peu mise en valeur. Une crise comme le Covid, d'un seul coup, on a applaudi, on a vu certaines choses. Et de l'autre côté, sur la question des faits divers, eh bien, il y a une survisibilisation de tout ce qui est, négatif et qui est de l'ordre de la mise en scène. Parce qu'en fait, dans ce qu'on entend, dans ce qui vient d'être dit, et quand Dominique de Villepin dit finalement, je me suis trompé. On voit aussi comment la banlieue, la jeunesse de banlieue, et avec des guillemets, comme si c'était un tout homogène, est finalement utilisée pour mettre en scène une sorte de discours politique à l'égard des personnes qui n'habitent pas dans les quartiers populaires. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Pour les jeunes. Et alors mais qu'est-ce qui dit ça? C'est pas un délinquant. On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. Et qui veut s'en sortir. On vient d'entendre un extrait du journal télévisé de 20h, le 29 juin 2005. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, devant des jeunes de la Courneuve, reprend l'expression qu'il avait tenue devant la famille d'une jeune victime de 11 ans morte de 2 balles perdues dans un règlement de compte de voisinage qui ne le concernait pas. On est en juin 2005. Donc, est-ce qu'il y avait, à vos yeux, Gwenaëlle Bourdon, une sorte de terreau, une ambiance aussi qui a pu peut-être accélérer ce qu'on a appelé les émeutes et notamment la propagation à la France entière ? Ce qui est sûr, c'est qu'on peut difficilement faire abstraction du contexte politique. Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur depuis quelques mois et il va multiplier des sorties du type de ce qu'on vient d'entendre. La veille du drame survenu à Clichy-sous-Bois, il est à Argenteuil, sur la dalle d'Argenteuil, dans une séquence qui est restée assez célèbre, où il est interpellé par un habitant depuis sa fenêtre et il dit « on va vous débarrasser de cette racaille ». Donc il y a effectivement
effectivement ce contexte politique-là. Il y a aussi autre terreau favorable, il faut le rappeler. Clichy-sous-Bois, à l'époque, est une commune qui cumule les difficultés, commune enclavée, sans transport, dépourvue d'équipements publics, concentrant à la fois une extrême jeunesse et une extrême pauvreté. Le maire de l'époque, Claude Dillin, disait que c'était une poudrière, et ça aussi, ça va favoriser en fait l'embrasement, parce qu'il y a effectivement une situation sociale aussi qui constitue un terreau malheureusement favorable à ce qui va se passer. Alors la première réponse, Fabien Truong, c'est la déclaration de l'état d'urgence avec des couvre-feux. C'est une mesure exceptionnelle qu'on n'avait pas vue sur le territoire hexagonal depuis la guerre d'Algérie. Comment, peut-être avec vous, Gwenaëlle Bourdon, s'est perçu à l'époque ça sur le terrain, et qu'est-ce que ça nous dit également? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres leçons à tirer à ce moment-là? C'est un peu facile avec le recul, mais on en a quand même 20 ans de recul, on peut en parler. Fabien Truong. Bon, quand il y a le feu, et l'État essaye de faire ce qu'il peut. Mais en fait, en réentendant les propos de Nicolas Sarkozy, j'aimerais plutôt... on avait oublié, on se souvient du Karcher, mais il dit « on nettoie les trafics ». Alors, elle est intéressante, cette phrase. On nettoie les trafics, parce qu'en fait, si on la prend au pied de la lettre, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la manière dont les quartiers populaires sont policés ne vise pas à régler la question des trafics de drogue, parce que si on cherchait véritablement à régler la question des trafics de drogue, il faudrait faire deux choses. Il faudrait que la police soit accessible pour les populations qui sont victimes, en fait, quand certaines cages d'escalier sont prises en otage par des trafiquants, elles sont victimes, elles devraient avoir accès à de la protection publique. Ce n'est pas le cas. Il faudrait pouvoir faire des investigations au long cours aussi pour démanteler les trafics. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Nicolas Sarkozy, notamment, avait beaucoup ironisé sur la police de proximité. En gros, en disant on n'est pas là pour jouer au foot avec les jeunes. Alors que la police de proximité, c'est connaître une population, connaître la réalité, en fait, de qui participe au trafic, qui n'y participe pas, qui en est victime. Et en fait, cette méconnaissance de la part de la police de la population fait qu'on a des raids indifférenciés sur l'ensemble des garçons qui traînent dans l'espace public, et qui fait qu'une quantité ultra importante et majoritaire de jeunes qui n'ont rien à se reprocher sont non seulement confrontés par la police, suspectés, et de manière très 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 régulière et très fréquente, ce qui les amène à courir et à fuir et à avoir peur. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, Gwenaëlle Bourdon, Zied et Bouna, chez Don Quichotte en 2015, quand vous avez suivi le procès. J'aimerais qu'on en dise un mot. Vous racontez les mots d'un autre oublié d'ailleurs de cette histoire, Muhittin, qui était le 3e adolescent, 17 ans, qui a vu. Et donc son témoignage est clé. Et voilà, vous le citez 10 ans après. Pourquoi on me demande encore de raconter le poids respectif des paroles et des versions? Voilà ce que Muhittin a compris au fil du temps. Oui, le sentiment de ne pas être entendu comme il le devrait. C'est un peu le sentiment qu'on a aussi quand on relit, c'est ce qu'on a fait avec la réalisatrice Marie-Pierre Jory là, pour la série documentaire, quand on a relu aussi dans le détail les témoignages des jeunes garçons qui, pour certains, ont été interpellés le jour de la fameuse partie de foot. Et qu'est-ce qu'ils disent sur le fait qu'ils se soient mis à courir à la vue de la police? En fait, c'est instinctif. Ils se mettent à courir parce qu'ils ont peur. Ils se mettent à courir parce qu'ils n'ont pas leur papier d'identité, et que leur crainte principale, c'est d'être emmenés au commissariat où les parents seraient obligés d'aller les chercher, ce qui est, d'abord la promesse de passer un mauvais quart d'heure à la maison, et puis c'est honteux, ils n'ont pas envie d'en passer par là. Mais donc, il y a ce côté instinctif de je vois la police, je m'enfuis, même si je n'ai rien à me reprocher. Et effectivement, il y a quelque chose d'un peu terrible là-dedans. Fabien Truong. Oui, moi, en 2005, j'étais enseignant, jeune enseignant à Drancy. Et pour faire écho et pour vraiment faire sentir aussi ce que peuvent ressentir les jeunes, moi, j'avais mes élèves et la plupart les garçons, en fait, qui étaient dans ma classe, qui disaient exactement la même chose. Et j'avais en face de moi des élèves avec qui ça se passait bien en classe, qui voulaient travailler, etc., mais qui, en fait, exprimaient cette colère. Un certain nombre d'entre eux ont participé, en fait, à ces nuits d'émeute. Et j'avais en face de moi, en fait, des adolescents qui étaient en souffrance, en fait. Et cette souffrance-là, elle est liée à toute une accumulation, en fait. Une accumulation de situations qui se passent pas bien.
Et ça devrait quand même nous interroger, en fait, qu'on ait des adolescents, en fait, qui aient peur de la police nationale, quand bien même, en finale, en réalité, ils ne font que vivre chez eux, en fait. C'est sans doute qui alimente d'ailleurs le dernier concept de votre ouvrage Grands Ensembles, coécrit avec Jérôme Truc, le ressentiment. Oui, parce qu'en fait, ce ressentiment, il est lancinant, c'est interaction après interaction, situation après situation. Quand je parlais de ce moment de 2005 aussi, c'est à ce moment-là où mes élèves me parlent de toutes ces situations et d'humiliation. En fait, ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'un contrôle de police, c'est humiliant quand c'est dans votre quartier, en face de tout le monde. Donc ces situations-là, elles se répètent et elles produisent de l'humiliation, de la souffrance et de la peur. Gwenaëlle Bourdon, journaliste parisien qui avez couvert 2005, est-ce qu'avec le recul, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le traitement médiatique qui a été fait? Il y avait énormément de presse internationale également. On se souvient de cette carte de France diffusée sur CNN en boucle avec une flamme. Oui, il y a eu une couverture médiatique incroyable en fait. Enfin, Clichy-sous-Bois, il faut le rappeler, c'est une ville que personne ne savait situer sur une carte avant 2005. Bon, je ne sais pas si on sait mieux la situer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un nom qui n'est jamais retombé dans l'anonymat. Et effectivement, à l'époque, la presse nationale puis internationale s'installe à Clichy-sous-Bois. Il y avait des journalistes américains, allemands, japonais. Et il faut souligner deux choses. Bon, évidemment, il y a eu le spectaculaire, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient pour filmer des voitures qui brûlaient, pour faire quasiment du journalisme de guerre, et qui ont parfois été déçus. Mais il y a aussi eu des enquêtes menées sur le long cours par des journalistes étrangers et qui ont eu le mérite de faire surgir le sujet du mal-logement et autres sujets importants à Clichy-sous-Bois et ailleurs. Et votre enquête, Gwenaëlle Bourdon, qu'on peut lire, qui s'appelle Ziad et Bouna, qui est parue en 2015. Merci à vous d'avoir été là. On va tout de suite aller au journal puisqu'il est 8h déjà sur France Culture. Fabien Truong, vous restez avec nous. On continue d'en parler, d'analyser les effets de 2005 sur 2025. Les matins de France Culture, Astrid de Vilaine. On est revenu ensemble sur les émeutes de 2005 en première partie d'émission à l'occasion des 20 ans aujourd'hui de la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. Il y a 2 ans, en 2023, c'est un autre jeune, Naël Merzouk, qui est mort après le tir d'un policier pendant un contrôle routier. Et de nouveau, l'embrasement des quartiers. Est-ce à dire que rien n'a changé en 20 ans? On en parle avec nos 3 invités ce matin. Fabien Truong, vous êtes resté avec nous. Vous étiez là au début de cette émission. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'Université Paris 8, co-auteur avec Jérôme Truc de Grands Ensembles, Violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires, à lire chez La Découverte en 2025. Et nous ont rejoint 2 invités. Bonjour Youssef Badr. Bonjour. Merci d'être là. Magistrat, premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Bobigny, auteur de Pour une justice aux 1000 visages, paru aux éditions de l'Aube. Et j'accueille Elena Berkaoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la rédactrice en chef du Bondi Blog, premier pure player français né en 2005, au moment de cet embrasement dont on a beaucoup parlé déjà, qui raconte la vie des quartiers depuis 20 ans. Peut-être avant de faire le lien, les comparaisons, les leçons qu'on peut tirer entre ces 2 événements, la mort de Ziad et Bouna et la mort de Naël à 20 ans d'écart, que pensez-vous du fait qu'on parle souvent dans le langage journalistique d'émeutes et non pas de révolte? Qu'est-ce que ça nous dit de la perception des habitants des banlieues quand ils se manifestent et peut-être aussi sur ce qu'ils peuvent exprimer politiquement? Nicolas Truong. Fabien Truong, pardon. Oui, le mot émeute, il vise un petit peu à dépolitiser ce qui y aurait derrière cet accès en fait d'expression de rage, de colère, de ras-le-bol, et puis aussi de rentrer un peu dans la logique du fait divers d'une certaine manière, alors qu'on voit bien que les choses se répètent. Et c'est vrai qu'à 20 ans d'écart, on peut que constater le fait que finalement les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est vrai que toutes ces milliers d'interactions qui se passent mal entre les jeunes garçons dans l'espace public, dans les quartiers populaires et la police, on voit, et ça c'est peut-être intéressant à noter, entre ce qui s'est passé entre 2005 et 2023, très souvent on a des situations où c'est un peu parole contre parole.
Et en 2005 et 2023, il y a deux choses très précises qui se passent. Et là, on voit aussi la question technologique qui rentre finalement en ligne de compte. C'est qu'en 2005, on a des audios. Et c'est le fait qu'on ait des audios où on entend finalement les policiers qui se rendent compte de ce qui est en train de se passer et qui finalement ne vont pas chercher les adolescents. Donc on peut se dire aussi que le rôle de la police, c'est de protéger aussi la population contre ce qu'on appelle l'insécurité. Et là, on a une sorte de trace qui va au-delà du parole contre parole. Et en 2023, on a des images. Et d'une certaine manière, ce qui fait aussi que la colère, elle devient, du point de vue des jeunes, un petit peu nationale, c'est que ces deux éléments, beaucoup de jeunes dans tout le pays le voient, et on n'est pas dans un parole contre parole, et ça change un peu la conversation, il me semble. Youssef Badr, magistrat, si je peux me permettre, vous aviez 15 ans en 2005. Un peu plus. Un peu plus. Et 20 ans plus tard, vous vous retrouvez à juger des émeutiers à Bobigny. Quel regard avez-vous en tant que magistrat sur ces deux époques, ou cette époque ? Alors c'est une question qui n'est pas évidente. Effectivement, je suis étudiant en droit lorsque Ziad et Bouna perdent la vie. Donc moi je suis à un carrefour de ma vie personnelle, quoi. Je rentre de la fac avec mon sac à dos de la fac de Paris 13, et puis je vois à quelques mètres de chez moi des abribus brisés, des voitures qui crament, des jeunes avec qui j'ai grandi et qui ont une vraie haine à ce moment-là. Et voilà, en fait, la question moi que se pose le gamin de 20 ans que j'étais, c'était qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue sur un avenir complètement incertain qu'est l'université, ou est-ce que je pars les rejoindre, ou essayer de comprendre ce qui est en train de se passer? Et ensuite, effectivement, alors 20 ans plus tard, je me retrouve au tribunal de Bobigny à juger les émeutes de 2023 avec pas mal de mes collègues. Sur les émeutes de 2023, le souvenir que j'en ai est un souvenir assez précis de grande diversité dans le profil des prévenus, de très grande diversité. Tous viennent de quartiers, tous ont rencontré des difficultés, mais tous n'ont pas du tout la même situation sociale, et tous sont habités par une chose, ce qu'ils nous disent au tribunal. La première, c'est un niveau scolaire assez faible, mais tous ont un sentiment d'injustice qui en fait est latent depuis des années. C'est-à-dire que tous vous disent il y en a marre des contrôles d'identité au faciès, il y en a marre des difficultés pour trouver un emploi, il y en a marre de devoir courir sans aucune raison quand on croise la police. Mais pour autant, ils ont tous une diversité, c'est-à-dire que certains sont en bas de leur quartier et ne font rien de leur journée, certains travaillent, certains passent leur journée à la mission locale à essayer de décrocher un entretien, mais tous sont animés par une seule chose, c'est qu'effectivement, ils ont un sentiment d'injustice, et ils ont le sentiment de ne pas être compris. Elena Berkaoui, quel est votre regard, vous en tant que rédactrice en chef du Bondi Blog, sur ces échos qu'on peut faire entre 2005 et 2023, la mort de Ziad Bouna d'abord, puis celle de Naël, l'embrasement des quartiers qui a pu suivre? Alors, le constat à notre échelle, il est quand même pas très positif, c'est peu de le dire, parce que effectivement, rien n'a changé. Il y a des choses qui ont évolué. Vous citiez l'apparition des vidéos qui aujourd'hui rendent incontestables les violences policières. Nous, par ailleurs, avec un autre média, Basta, on a recensé le nombre de personnes tuées à la suite d'une mission de la police entre 2005 et 2025. Et ce qu'on observe, c'est une augmentation qui est assez alarmante. Donc on passe... c'est une augmentation continuelle, en fait, qu'on voit sur les graphiques qu'on a publiés. On passe de 10 morts annuels en 2000 à 65 morts en 2024. Donc, les relations entre la police et la population ne se sont pas améliorées. Rien n'a été fait par ailleurs. Et sur d'autres questions qui sont aussi très importantes, comme celle du chômage, des discriminations, de la relégation, là aussi, le bilan, il n'est pas positif. Peut-être la grande différence aussi avec 2005, ce sont les réseaux sociaux. Quel rôle peuvent-ils jouer, Youssef Badr? Bah oui, bien sûr, c'est les réseaux sociaux, puisque, et même l'usage du smartphone. Moi, j'ai posé la question tout à l'heure de ce qui a changé, évidemment. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, j'avais pas de téléphone. Aujourd'hui, j'en ai un. Donc, pour n'importe quel citoyen, ça a changé. Et ça change aussi sur l'aspect probatoire devant un tribunal. Il va de soi que, ça a été dit tout à l'heure par M. Truong, à juste titre,
ces dossiers-là, ils sont compliqués à juger parce que c'est souvent parole contre parole. Donc, il est fort probable que, dans la majorité des cas, on fasse finalement beaucoup d'insatisfaits à l'issue d'un procès ou d'une audience, parce qu'en fait, on demande à la justice d'établir des faits auxquels on n'a pas assisté, et par la force des choses. Et donc, du coup, on essaie de regarder, en fait, nous, quand on a un prévenu, qu'il soit citoyen lambda, policier, ou quelle que soit sa fonction, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité, et c'est le cas, d'être enregistré, d'être filmé, d'avoir nous simplement qu'un audio, ou d'avoir quelqu'un qui a la possibilité de filmer par un voisin ou un passant. Donc, évidemment qu'en termes de valeur probatoire, ça a radicalement changé les choses, puisque là, quand on disait qu'on n'avait pas assisté à la scène et que c'était compliqué de trancher un litige, là, vous avez parfois des images, tout simplement, qui viennent éclairer une situation, alors qu'il faut remettre dans le contexte ensuite, mais vous avez des images, effectivement, ou des audios. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable, et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais, et que, évidemment, nous soyons tous informés, que la justice passe. On vient d'entendre Emmanuel Macron, c'était le 28 juin 2023, au lendemain de la mort de Nahel Merzouk. Il était à Marseille. Des propos qui ont pu lui être reprochés, hein. C'est exactement ce que vous étiez en train de dire, Youssef Bad. Aujourd'hui, on a les images, donc peut-être que les réactions vont plus vite, parfois trop vite. Elena Berkaoui, quelle a été votre lecture à ce moment-là, au Bondi Blog, de cette prise de parole présidentielle, et peut-être aussi de la suite des événements, hein, les émeutes ou les soulèvements qui ont dans les quartiers populaires juste après la mort de Nahel à Nanterre? Oui, il y a cette parole présidentielle. Il y en a une autre qui m'avait marquée à l'époque, c'était celle de Gérald Darmanin, qui lui aussi avait une réaction assez forte, assez étonnante, par ailleurs, quand on connaît ses positions. Ministre de l'Intérieur. Absolument. Et donc, ce qui a suscité au début peut-être un petit espoir qu'il y ait une prise de conscience politique sur le sujet, en tout cas qu'il y ait des réactions politiques à la hauteur. Mais en fait, très rapidement, il y a une hyper-focalisation sur les révoltes, sur les dégâts matériels. Très rapidement, on n'a plus parlé de la victime, on n'a plus parlé aussi des causes, en fait, de cette colère. Et c'est très, très court, en réalité, ce moment-là, il est très, très court. Et très rapidement, je me souviens aussi d'autres prises de parole d'Emmanuel Macron qui parlait de l'influence des jeux vidéo, qui questionnait aussi le rôle des mères isolées, ce que j'avais trouvé quand même assez insultant, c'est-à-dire qu'on laisse des personnes dans la précarité et ensuite on vient leur reprocher le comportement de leurs enfants. Enfin, il y a quand même quelque chose qui était extrêmement décalé. Et à notre sens, en fait, il y a une question qui est assez principale, qui n'est pas abordée par le pouvoir politique à ce moment-là. Encore une fois, c'est la question des relations entre la police et la population. Et par ailleurs, on parle d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que c'est aussi important de souligner que la politique de la ville, ce n'est pas sa priorité. Ce n'est pas une priorité politique aujourd'hui. Et ça se ressent énormément au-delà, en fait, des révoltes. Youssef Bad. Oui, non, juste pour compléter, ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est que je pense que les émeutes ont été tellement violentes en 2023, ça a été tellement spectaculaire. Et puis je pense que tout le monde avait dans l'esprit la crainte de revivre 3 semaines d'émeutes, voire plus, et avec une situation qui est incontrôlable, qui fait qu'en fait, on passe au second plan, effectivement, des questions qui sont pourtant hyper importantes, qui sont des questions d'éducation, qui sont des questions de quelle est la place de ces jeunes à l'école, vraiment. Quelle est la place des discriminations? On parlait tout à l'heure du président de la République. Alors moi, il ne s'agit pas de mettre des cailloux dans le jardin de qui que ce soit, mais Emmanuel Macron, il a été élu en 2017. Un des axes de sa campagne, c'était la lutte contre l'assignation à résidence. Voilà, il l'avait dit dans un discours, dans des mots assez forts. Moi, j'avais été assez séduit en 2016 sur l'ennemi. La phrase exacte, c'était « Mon ennemi, c'est l'assignation à résidence ». J'ai envie de dire, aujourd'hui, on est en 2025. Qu'a-t-on fait pour pouvoir regarder ces jeunes aussi avec un peu plus de bienveillance? Fabien Truong, ça rejoint ce que vous
écrivez dans cette enquête qui a duré 10 ans et qui commence en 2015. J'aimerais bien qu'on en dise un mot, puisque vous y allez aussi à Grigny parce que on vient de subir les attentats de Charlie Hebdo. Ce qui est sans doute intéressant dans la chronologie, 2005 Clichy-sous-Bois, 2015 les attentats et ensuite 2023 Naël. Vous y allez pour enquêter sur la ville de l'un des terroristes de ces attentats de janvier. Et vous arrivez, c'est le hasard du calendrier, en novembre 2015, au moment du 13 novembre. Et si vous arrivez à relier avec la conversation qu'on est en train d'avoir, puisque vous connaissez bien les populations, en tout cas de Grigny. Oui, alors je ne vais pas faire de raccourci, mais pour lier avec ce qui vient d'être dit, on voit bien qu'une image chasse une autre image et qu'en fait la question de l'ordinaire et du long terme est absolument pas posée dans le rapport à l'espace public et à l'espace médiatique. Et notre arrivée à Grigny, elle témoigne un petit peu de ça. C'est-à-dire que nous, on est appelés par un collectif d'habitants, donc de la ville de Grigny, qui a recueilli beaucoup de paroles écrites sur un mur de paroles tout juste après les attentats de janvier 2015. Et Amédi Koulibaly, l'un des terroristes, est un garçon qui a grandi en très grande partie dans la ville de Grigny. Et ce qui est intéressant dans ce rapport entre l'image et peut-être la question ordinaire, c'est que très très vite, et là on voit tout de suite la question du stigmate, la ville de Grigny est attaquée très durement dans les médias, avec des paroles très très dures du politique, villa terroriste, fabricat terroriste, tous complices, une population qui serait, solidaire avec le terroriste et pas la nation, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on voit dans un temps plus long? C'est que très très vite, en fait, ce collectif a recueilli des mots des habitants, des dessins, parce que beaucoup de personnes aussi ne peuvent pas s'exprimer dans les médias, ne peuvent pas écrire. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces dessins? De la solidarité, du concernement. La ville de Grigny avait affrété des bus pour aller dans cette fameuse manifestation de janvier dont on a beaucoup dit qu'on n'a pas vu les habitants des quartiers populaires. Ces bus étaient pleins, il n'y en avait pas assez, c'était un vrai effort pour tous ces habitants d'y aller. Donc tout ça, ça existe, mais ça n'émerge pas dans l'espace public pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que, alors, nous on arrive pour épauler au début ce collectif, et puis le jour où on décide de venir pour travailler avec les habitants et les habitantes, c'est le 13 novembre 2015, donc là c'est presque un peu trop gros, rebelote, et on décide justement de passer du temps, de prendre le temps pour justement pouvoir documenter ce qu'on ne voit pas quand on n'est que dans les images contre images, et voilà, une image qui chasse une autre, et puis on ne regarde pas les processus un peu plus lents et un peu plus longs. Youssef Badr, est-ce que cette borne qu'on a souvent mise en 2015, elle a eu une différence dans votre travail de magistrat? Je rappelle que vous vous définissez vous-même comme un miraculé, c'était dans le Nouvel Obs. Vous avez créé une association, la Courte Échelle, pour aider les jeunes des quartiers à accéder à la magistrature. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur la promesse d'émancipation d'Emmanuel Macron qui n'a pas été tenue, est-ce que dans les tribunaux, les jeunes que vous pouvez juger, comment se fait-il qu'ils aient choisi d'autres voies que celles de l'école de la République? Vous dites souvent qu'ils sont brillants, drôles. En fait, ils ont tous un point commun. Je ne peux pas dire 99,9%, je vais vous dire 100%. 100% des jeunes qui passent au tribunal, dans un département très jeune, qui est la Seine-Saint-Denis, la majorité des prévenus, ils ont une vingtaine d'années. Ils ont tous une particularité, c'est que quand on regarde leur parcours scolaire, il est souvent chaotique, il est souvent très faible. Il y en a qui savent pas lire ni écrire en 2025, et ils me disent tous une phrase. C'est marrant parce qu'on peut, sur une audience, juger un jeune de Stein et un jeune de Saint-Denis, entre le début de l'audience et la fin de l'audience, ils vont vous dire la même phrase. Quand on leur dit « Monsieur, pourquoi vous avez un parcours scolaire aussi faible ?» Ils vous disent tous « J'ai été orienté dans une voie qui ne m'intéressait pas ». Je trouve que cette phrase, elle est très riche d'enseignement. Donc oui, ils ont un parcours scolaire qui est faible. Ils ont des difficultés au niveau du logement. Ils sont beaucoup dans des logements finalement assez exigus. La majorité sont souvent élevés par leur maman ou n'ont pas connu leur père, ou avec quelqu'un qui est un des deux parents qui est parti. Et donc du coup, on se rend compte que le point commun entre ces jeunes-là, c'est qu'il y a une émancipation par l'école qui n'a pas pu se faire et qui n'a pas su se faire. Et je voudrais juste rebondir tout à l'heure sur ce qu'a dit Elena Berkaoui sur le rôle des parents, parce que ça me paraît fondamental. Vous savez, on a souvent montré du doigt effectivement les parents, mais je peux vous dire qu'en 2023, comme souvent d'ailleurs, dans les salles d'audience, on croisait souvent le regard des parents, souvent le regard des mamans aussi, qui venaient un peu démunies et qui étaient
très préoccupés par le sort de leurs enfants. Et on a pu souvent dire que les parents étaient finalement avaient abandonné ou n'étaient pas derrière eux. Je peux vous assurer que c'est faux, en tout cas en Seine-Saint-Denis, et que les premiers à être désœuvrés, les premiers à être en grande difficulté face à des actes de délinquance de leurs enfants, c'est souvent malheureusement les parents. Elena Berkaoui, là-dessus, comment dans vos reportages vous documentez ce rapport aussi des jeunes à la police, vous en avez parlé, des jeunes à la République en général. Qu'est-ce que vous pouvez percevoir, que vous pourriez nous dire? Et peut-être aussi sur les représentations médiatiques dont on a un peu parlé en début d'émission, mais en tant que rédactrice en chef d'un journal, vous avez aussi beaucoup à dire sur parfois les médias parisiens. Et j'ai fait la revue de presse ce matin, nationaux en tout cas, qui oublient, voire qui ne connaissent finalement que très mal ces réalités-là. Oui. Donc après, nous, on a la chance effectivement d'être sur place. À Bondy, en Seine-Saint-Denis. À Bondy, en Seine-Saint-Denis, de former aussi des journalistes qui sont issus des quartiers populaires, donc qui sont aussi ces voix-là. Nous, nos réflexes, ils sont assez simples en réalité. C'est de donner la parole aux habitants, de conserver une distance. Et on met souvent en écho, là on fait énormément de contenu pour ces 20 ans, donc l'idée c'est aussi de mettre en écho les phrases, le discours des jeunes générations. Par exemple, à Clichy-sous-Bois, on est allé interroger les générations, comment en fait la parole se transmettait, comment eux avaient été mis au courant de ce qui s'était passé en 2005, et des paroles aussi de personnes plus anciennes qui sont engagées ou non, mais en tout cas qui vivent ces réalités dans les quartiers populaires. Je pense que, encore une fois, il y a une lassitude, parce que l'histoire bégaye, parce qu'en fait, les problématiques sont les mêmes, et l'impossibilité à être entendue, elle est toujours aussi persistante. Donc ça c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup. Et je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué aussi médiatiquement. Il y a une extrême droitisation de la société et des médias. Et il y a aussi une libération de cette parole qui est très violente et qui cible souvent les habitants des quartiers populaires, les personnes racisées. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans les reportages qu'on peut faire, et qui interroge aussi sur la manière dont toute une jeunesse est en train de se construire en étant insultée quasi quotidiennement sur des chaînes d'infos, par des politiques aussi. Et ce discours-là, il a encore une fois une influence sur les politiques publiques qui peuvent ou non être menées. Et aujourd'hui, on le voit, mener une politique publique en faveur des quartiers populaires, c'est quelque chose qui, semble-t-il, est très difficile à assumer politiquement. Et aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, je pense qu'on n'a pas entendu parler une seule fois des quartiers populaires. Pourtant, l'actualité, elle est là, elle est chaude, elle est brûlante. Peut-être un mot aussi sur les violences. Est-ce qu'elles se sont intensifiées depuis 2005 dans ces quartiers? D'un mot, Youssef Badr et Fabien Truong. Les violences, c'est-à-dire dans quel... Peut-être sur le narcotrafic ou sur les violences policières. Est-ce que l'intensité de ce qui existait déjà... D'ailleurs, je cite la page Instagram du Bondy Blog dans laquelle vous démontrez que depuis les années 70, il y a eu 120 soulèvements en banlieue. Peut-être aussi que ça peut être une des conclusions de notre débat aujourd'hui, c'est que c'est peut-être plus visible, ces soulèvements-là. Sur le narcotrafic, il est certain que... c'est un mot qu'on n'utilisait pas en 2005. C'est un mot qu'on n'utilisait pas, mais parce que ça s'est développé, parce que c'est devenu visible, et parce que malheureusement aujourd'hui, vous avez des gamins très jeunes, très très jeunes, qui ont la possibilité entre soit emprunter le chemin de l'école le matin, soit être recrutés par des narcotrafiquants. Et nous, on le voit au tribunal, et que l'émancipation par l'école aujourd'hui étant tellement devenue illusoire et étant tellement devenue lointaine et surtout totalement incertaine, il y a beaucoup de gamins qui prennent ce chemin-là sans se rendre compte que effectivement, ce qui les attend, c'est soit la prison à terme, soit potentiellement la mort. Donc oui, le narcotrafic aujourd'hui, c'est visible. Et en fait, la question du narcotrafic dans les quartiers, la question de l'insécurité, qui est aussi un vrai sujet et qui est normal que les gens se posent la question et que les politiques s'en imprègnent aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens les premières personnes qui demandent la sécurité, c'est les gens qui habitent dans ces quartiers-là. Et c'est complètement normal. Et nous, on le voit immédiatement au tribunal. Donc il est normal aussi que ces questions de sécurité prennent beaucoup plus de place que les questions d'éducation, malheureusement, sauf que ça occulte totalement les questions de discrimination et les questions d'accès à l'emploi. Eh bien, merci
Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur France Culture ce matin pour faire le bilan de ces 20 ans après la mort de Zied Ebouna Guéna. Fabien Truong, sociologue à l'Université Paris 8, co-auteur avec Jérôme Truc de Grands Ensembles, c'est-à-dire à la découverte. Youssef Badr, magistrat, merci d'être venu, premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Bobigny. Je cite votre ouvrage aux éditions de l'Aube, Pour une justice aux 1000 visages. Elena Berkaoui, rédactrice en chef du Bondi Blog, fondé en 2005, qu'on peut lire en ligne.